Louis. En Lestie, tu peux trouver vraiment le pote avec qui tu peux rigoler ensemble. Il est assez malicieux, puis il est très intelligent, il a de l'esprit aussi dans ses blagues. C'est pas forcément avec quelqu'un avec qui tu sais forcément toujours ce qu'il pense ou avec qui tu vas avoir des discussions profondes, mais ça reste le pote parfait. Je suis chrétien, ça a son importance dans l'histoire. Il y a un lien très fort avec Lestie. J'ai rejoint cette communauté évangélique dans Curé de Saint-Denis en 2012. Lestie va assez vite rentrer en relation avec moi parce que c'est une connexion assez proche. Il se trouve que c'est le beau-frère d'un des copains avec qui je passe le plus de temps. Donc c'est un peu comme ça qu'on va rentrer en relation et de par l'amitié profonde que eux lui portent, on va vite former un quatuor assez proche. Il est marié avec une des filles qui est bien impliquée dans la communauté, sa famille est bien impliquée aussi. Il y a des enfants avec elle. Moi, je l'ai vu enseigner le dimanche matin, donc ça, c'est un public assez large, c'est-à-dire que tu débarques le dimanche matin et tu peux le voir. Et pour les gens qui étaient réguliers dans l'église, c'était assez régulier qu'il propose à des gens de rejoindre un petit groupe pour recevoir des enseignements que lui préparait. Il avait tout un groupe de personnes qui l'aidaient à préparer, qui étaient là pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Sur sa vie privée, j'en sais ce que lui veut bien dire et ce que les gens confirment, mais c'est toujours un peu flou et mystérieux et progressif. C'est-à-dire qu'au départ, il va éviter le sujet en expliquant qu'il travaille, je crois, chez Engie à l'époque. Puis plus il apprend à te connaître, plus tu as l'impression qu'il te fait confiance et qu'il va te lâcher des choses qu'il dit pas à d'autres. Qu'il a un travail dans la cybersécurité, qu'il travaille avec le gouvernement à certains moments. Tu comprends à demi-mot qu'il pourrait éventuellement travailler avec des services secrets, quoi. « 4-5 ans après être bien implanté dans la communauté, je sors d'un projet professionnel qui est en lien avec les médias. On a travaillé sur une levée de fonds où il y avait des chiffres qui allaient de 3 à 20 millions de dollars qu'on a fait aux États-Unis. Il y avait un beau storytelling autour, c'était un peu un succès, même si moi je suis sorti du projet avant. Quand moi je reviens en France et que je termine ce projet-là, très vite Lestie m'invite à manger au nord de Paris au restaurant et il demande à ce que je vienne avec ma femme. Il a une nouvelle à m'annoncer, c'est quelque chose d'assez important, donc je suis assez intrigué. Lestie est très bienveillant, très enthousiaste à l'idée de me voir. Et donc, très vite, il m'explique qu'il est au courant de l'aventure que je viens de vivre professionnellement, que ça l'impressionne beaucoup. Je comprends à ce moment-là qu'on lui a parlé de ce que j'avais vécu, en tout cas d'une partie de ce que j'avais vécu aux États-Unis. Et qu'Engie permet en fait un projet d'intrapreneuriat lié au coaching avec Lestie. Et Lestie me dit qu'il a besoin de quelqu'un qui soit en fait le responsable sur la région Amérique du Sud, quelque chose comme ça, quoi. C'est-à-dire de rencontrer l'ensemble des partenaires sur différents continents et m'assurer du bon développement du projet. Moi, ça me tente beaucoup. Ça fait appel à beaucoup de compétences que j'ai. Très vite, je vais me retrouver en relation avec 3-4 de ses associés qui sont tous des responsables, des hauts responsables, soit chez Engie, soit ailleurs. Donc je vais commencer un processus d'intégration de l'équipe avec des tests, une lettre de motivation à écrire. Hein. Je vais devoir faire 2-3 tests pour lesquels je vais avoir des retours assez rapides. Je vais devoir envoyer mes documents personnels, donc carte d'identité. Je vais passer des entretiens aussi au téléphone. Il y a pas mal de voyages qui sont déjà prévus parce qu'il faut que j'intègre l'équipe assez vite parce que les négociations sont en cours à différents endroits dans le monde. On parle de Sao Paulo, San Francisco, Londres, une belle voiture de fonction et on parle d'un salaire à 5 à 6 000 euros net, quelque chose comme ça. J'ai pas mal d'échanges par mail, ça va se faire énormément par mail et je vais avoir, je pense de mémoire, une femme qui s'appelle Florence qui va me poser quelques questions pour vérifier certaines compétences que j'ai envoyées par mail. Je suis censé rencontrer un associé à Lestie qui s'appelle Théo, de mémoire, qui va reporter 3, 4, 5, 6 fois nos entretiens. Ça, c'est un peu le premier couac du processus de recrutement, c'est-à-dire qu'il est en voyage toujours et entre deux avions.
Et pour finaliser mon recrutement, il faut qu'on ait ce fameux rendez-vous, quoi. Et ça va reporter semaine après semaine mon recrutement. J'ai des rendez-vous qui sont organisés sur les Champs-Élysées, dans les bureaux. De mémoire, je crois que je vais y aller, je vais rencontrer quelqu'un, mais Théo sera pas là. L'Esti m'explique que bon, il se retrouve un peu à courir derrière le temps parce que il y a une forte demande de la part des clients. Mais ce qui va un peu accélérer le processus, c'est que financièrement, j'arrive assez vite sur mes réserves et je demande par 2 fois à l'Esti: «Écoute, ça commence à prendre du temps». Je lui demande clairement si, je lui dis: «Moi, ça ferait peut-être sens que je prenne un travail, au moins un CDD pour quelques mois, quitte à ce que tu reviennes me voir quand le processus est prêt, quoi». Et ce qui va me marquer, c'est que l'Esti va presque me supplier de pas prendre un poste en me disant que c'est une question de jours et de semaines et que lui, il est en train de se démener pour que, sur les questions juridiques et contrats, on avance au plus vite. On me demande de choisir ma voiture de fonction, qui est une belle berline. Je reçois une partie de mon contrat que je peux vérifier, sur lequel je peux valider mes infos. Donc je vois que sur la partie légale, il y a des choses qui avancent. Au bout de 3 mois, je me retrouve dans l'obligation de vendre une de mes 2 voitures. Et donc là, j'appelle l'Esti pour lui dire qu'on a un problème et que là, on est au-delà du raisonnable. Je lui dis que je le considère comme responsable de la situation. Il est président de la société, donc c'est avec lui que j'ai un souci. Je lui explique que je l'aime beaucoup, mais qu'il faut qu'on règle le problème parce que je le trouve assez fuyant en fait depuis quelques semaines. Là, il y a un changement de ton qui va s'opérer que j'avais jamais vu chez l'Esti avant, où il va me prendre de haut et m'agresser verbalement. En fait, il me renvoie à ma responsabilité en tant qu'homme de la famille, que lui, il est bien sympa de me proposer un poste quelque part, de se battre pour moi alors que c'est pas du tout dans ses priorités, il a d'autres trucs à gérer, et que moi je suis chef de famille et que financièrement, c'est à moi de subvenir aux besoins de ma famille. Quand je raccroche, je sais pourquoi je l'ai appelé, mais quand je raccroche, je suis sonné. Je sais plus vraiment où je suis, presque je m'en veux de l'avoir appelé. Et il va me falloir 10 minutes pour recontextualiser, comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé et me dire, mais attends, il s'est moqué de moi, quoi. Je sais que c'est pas normal ce qui se passe. Il y a un pépin quelque part, mais je sais pas où il est. Je vais laisser passer 1 semaine, je pense, quelque chose comme ça. Je vais prendre le prétexte de la voiture que j'ai vendue pour mettre l'Esti au pied du mur et essayer de le faire bouger. Je lui dis, écoute, dans le contrat et les échanges de mails, j'étais censé avoir une voiture de fonction à partir de telle date. Cette date-là, on y arrive. Donc je veux avoir une voiture de fonction d'ici la semaine prochaine. Et il me donne une date et un horaire à l'aéroport Charles de Gaulle pour récupérer la voiture auprès d'un loueur. J'arrive sur place, personne n'est présent. J'appelle l'Esti et ses associés, parce que j'ai plusieurs numéros de téléphone. Et je pense qu'il faut que je passe une dizaine de coups de téléphone sur place pour avoir un de ces associés que j'avais jamais eu au téléphone avant ce moment-là, qui va me répondre, qui m'explique qu'il descend de l'avion, mais je sais pour quelle raison le signal va couper. Je vais appeler Florence, je vais appeler l'Esti, etc. Et la plupart des communications que je vais avoir en fait dans l'heure qui suit sont essentiellement par SMS. Je suis en train de comprendre que là, la situation est assez grave. Je décide de faire le tour de tous les loueurs de l'aéroport. Personne n'en a jamais entendu parler et je vais attendre l'Esti jusqu'à minuit à l'aéroport. À minuit, je quitte l'aéroport. Là, c'est assez violent. Je pense que la meilleure manière d'expliquer un peu l'état dans lequel je suis, c'est quand dans les films, tu vois une grenade ou un explosif qui pète à côté d'un individu. Souvent, il a des acouphènes. Tout semble un peu sourd autour de lui. Je suis sonné une bonne partie de la nuit. Le soir même, on en parle pendant peut-être 1 heure avec ma femme. Là, on est assez convaincus qu'il y a un problème et que le problème, il touche directement l'Esti. On revient un peu sur tous les trucs qu'il nous dit depuis qu'on le connaît, qui sont un peu bizarres, quoi. Le fait qu'il soit agent secret, le fait qu'il ait des relations à droite à gauche, le fait qu'il était sur un porte-avions. Mais en même temps, je peux pas nier que j'ai rencontré, j'ai eu au téléphone ses associés, j'ai eu un contrat, j'ai passé des tests. Donc, c'est difficile de savoir en fait à quel point le problème est gros ou où il se situe. Mais on sait qu'il y a un problème et qu'il faut qu'on commence à en parler en fait aux gens de l'entourage. Moi, je fais un lien direct entre ce que je vis et la vie de l'Église parce que il y a des vraies questions derrière. Est-ce qu'il y a du mensonge? Est-ce qu'il y a de l'emprise? L'Esti est vu comme un référent, un guide pour beaucoup de gens. Je me pose vraiment des questions sur l'impact qu'un gars comme ça peut avoir dans la vie des gens si moi,
Il m'a arnaqué sans raison vraiment apparente. Très vite, on se rend compte que d'en parler autour de nous, ça porte pas de fruits, que les gens sont assez distants, méfiants par rapport à ça et qu'on n'a pas de solution. Pourtant, le problème, il est là. Donc, ce qu'on décide avec ma femme, c'est d'inviter un couple dans l'église où le mari et la femme sont eux-mêmes les enfants de responsables de l'église. On les invite à la maison à manger. Et moi, dans le même temps, en fait, dans l'après-midi, j'appelle Leslie et je lui dis, écoute, Leslie, ça va trop loin. Ton associé Théo, je lui ai jamais parlé. Donc, je veux la voir ce soir au téléphone, sinon je porte plainte. Il essaie de me séduire, de me rassurer, de me dire qu'il comprend, qu'il va s'assurer qu'il m'appelle à 20h, quoi. Donc à 20h, je reçois le fameux coup de téléphone, donc on le met en haut-parleur. J'ai bien quelqu'un qui m'appelle au téléphone, quoi, et c'est... Enfin là, on rentre dans un film d'espionnage, mais c'est une voix trafiquée, comme tu peux la voir dans les films d'action de super-espions, quoi. C'est une voix robotique, et en faisant parler la personne à l'autre bout du fil, on se rend compte assez facilement que c'est quand même Leslie. Enfin, avec les intonations de phrases, la manière dont c'est parlé, c'est assez évident que c'est Leslie. Et au bout de 2 minutes, je fais poser directement la question, je fais Leslie, c'est toi? Et le téléphone raccroche. On est tous les 4 choqués. Et entre 1 semaine et 2 semaines après, on va recevoir une convocation officielle des responsables de notre église qui nous convoquent pour parler de cette histoire-là. Et le ton est assez formel. On nous explique que c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'église, qu'ils veulent nous faire comprendre que c'est une situation qui est grave et qu'ils nous demandent d'être là à une date et une heure précise. La réaction de Leslie au mail est assez intéressante, elle est assez détachée en disant qu'il viendrait mais qu'il n'aurait pas plus d'une demi-heure à nous donner, quoi. Enfin, c'est assez fou le détachement avec lequel il répond à chaque fois. 2 jours avant l'entretien, il va y avoir une suite d'échanges entre Leslie et les associés dans lequel je suis en copie. Ce qui fait sens, c'est-à-dire qu'en fait c'est un fil de lecture par rapport à des précédents échanges où Leslie demande de stopper mon processus de recrutement parce que j'ai parlé du projet de Destiny dans notre communauté chrétienne. Enfin, il y a des menaces qui commencent à popper comme ça de manière assez indirecte. Et à un moment donné, quelqu'un fait la remarque que je suis en copie de tous les mails et donc les échanges s'arrêtent. Quand j'arrive au fameux rendez-vous, c'est un soir de semaine, je crois qu'on est un jeudi soir. Leslie est déjà là et en train de rigoler et de discuter de manière très détachée avec le responsable principal. A priori, malgré tous les éléments que j'ai réussi à donner pour provoquer une rencontre, il a réussi à garder une certaine aura en tout cas. Je pense que le pasteur prend bien le problème à sa juste valeur. En fait, il explique assez vite qu'on est là parce que j'ai fait remonter un problème. Et donc, il regarde Leslie en disant, écoute, Leslie, t'as un impact dans la communauté ici, t'as des responsabilités, on t'en a confié, donc il faut qu'on aborde le problème jusqu'au bout. Et si t'as rien à te reprocher, ben, on va pouvoir éclaircir et puis avancer, quoi. Mais il faut vraiment qu'on aborde le sujet. Je pense que c'est amené de manière assez saine, en réalité, sur le moment. Je raconte toute l'histoire. Leslie est assez calme. Et donc, quand je conclus en expliquant que moi, aujourd'hui, j'en mets à avoir des doutes sur l'existence de ses associés, de l'entreprise, que le SIRET n'existe pas, la réaction de Leslie est dingue. Elle est vraiment folle. Il feint la surprise, mais alors de belle manière, en disant que tombe des nues et qu'il ne savait pas pourquoi on était là. Et il me dit, ah, mais si c'est juste ça, il fallait me le demander. Et il sort en fait un extrait cabis de sa société. Donc c'est juste une pièce d'identité qui prouve en fait l'existence de la société. Et donc il la sort. Et je pense que moi, je le vis comme un coup de massue de nouveau, quoi. C'est-à-dire que j'entends plus les sons et je me dis, mince, je me suis planté, quoi. Je pense que le revirement de situation dans la réunion, c'est quand le pasteur principal stoppe la conversation d'un coup et dit, par contre, là, je vois qu'il y a au moins 3-4 fautes d'orthographe. Et Leslie va feindre la surprise en disant, ah bon, bah, c'est le cabis que mes associés m'ont donné, etc. Donc, il va encore essayer de s'en sortir. Et le pasteur secondaire va être très intelligent. Il a dit, ok, bah, si tes associés se sont plantés, moi, je veux les voir. Parce que là, légalement, là, il y a un problème, quoi. Et il va y avoir une petite lutte un peu pendant quelques minutes, mais le pasteur secondaire va réussir à obliger Leslie à organiser une entrevue avec une des associées dans les 3 jours qui suivent le rendez-vous. 3 jours plus tard, il y a le rendez-vous qui est organisé. Le pasteur secondaire arrive sur place et va rencontrer une des associées de Leslie. Et il se trouve que moi, c'est une associée dont j'ai jamais entendu parler et qui a jamais été dans aucun des échanges mails jusqu'à présent.
Ce qui va m'être dit, c'est qu'on a quelqu'un qui ne prend la parole qu'en regardant Lesti quasiment toutes les 2 minutes pour avoir son approbation, qui se contredit dans quasiment toutes les questions que le pasteur va poser. Et il va finir par lui poser la question directement. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu fais est grave et que tu participes à quelque chose qui est légalement répréhensible? Elle va rester silencieuse sans rien dire. Je pense que là, on franchit une nouvelle étape, c'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui sont plus ou moins considérées comme responsables ou référents dans la communauté vont prendre conscience qu'il y a un vrai problème. Au point que il est évident qu'il faut au moins avertir les gens qui sont en lien avec Lesti, qui assistent à ces réunions, à ces enseignements, parce que la question de danger se pose. Donc il y a une réunion qui est organisée très vite, dans les 2 semaines qui suivent. On n'invite pas toute l'église, mais toutes les personnes qui ont un lien avec Lesti. Je voudrais pas exagérer, mais je pense qu'il y a facile entre 70 et 100 personnes qui sont à la réunion ce soir-là. C'est beaucoup de monde. Lesti arrive par l'arrière de la salle et il traverse vraiment chaque rangée les unes après les autres pour rejoindre le pasteur principal sur la scène. Et la personne qui va ouvrir en fait la discussion, c'est le pasteur principal. Et il prend la parole. Et je crois que ce qu'il dit, c'est à peu de choses près. Nous sommes là pour parler de Lesti. C'est une réunion importante où on doit aborder quelques problèmes que Lesti peut avoir qui peuvent vous concerner. Je vais lui laisser la responsabilité de vous en parler. Je veux juste que vous reteniez une chose. Je vous demande de prendre en compte que je considère Lesti comme un fils. Il y a un long silence, le pasteur principal se rassit et Lesti dit « Je suis là parce que je vous dois des explications. Et en réalité, si je suis en discipline, c'est parce que j'ai un problème avec la gestion des finances et un petit problème avec le rapport à la vérité. » C'est très flou, c'est vraiment très flou et ça paraît presque pas grave la manière dont c'est dit, alors qu'il a l'air profondément triste. Donc les gens commencent un peu à poser des questions, ils sont sous le choc, jusqu'au moment où Lesti s'avance, prend la parole, il nous regarde et il nous dit cette phrase incroyable « Je vous demande pardon, je sais que je vous ai déçu et j'en prends tout le poids. » Et il se met à genoux devant nous, mais de manière dramatique, presque en pleurant, avec sa femme et ses enfants qui sont derrière. Et à ce moment-là, le pasteur principal le rejoint sur scène et il nous regarde et nous dit « On peut voir là un vrai acte de repentance. Nous sommes tous pécheurs et nous pouvons rejoindre Lesti dans son acte de repentance et nous mettre à genoux. Et si vraiment vous vous reconnaissez aussi, vous, en tant que pécheur, mettez-vous à genoux. » Et là, il y a toute la salle qui se met à genoux devant Lesti. On est 3, je crois, 3-4 à rester debout, à pas comprendre ce qui se passe. Au moment où toute la salle se met à genoux, Lesti se remet debout discrètement. Personne ne le note. Mais littéralement, pendant 30 secondes, on va avoir Lesti qui est debout sur scène, toute l'église qui est à genoux devant lui. Il va falloir en fait pas mal de semaines pour que les gens se rendent compte des limites de ce qui s'était passé ce soir-là. Avant moi, dans l'église, il y avait une dizaine de personnes qui avaient eu des problèmes financiers avec Lesti. Il achetait une voiture qu'il payait pas, il proposait un casque à quelqu'un de l'église, la personne lui donnait l'argent, le casque arrivait jamais. Il a emprunté des sommes assez conséquentes à plusieurs reprises qui n'étaient pas remboursées. Certains jeunes de l'église vont faire remonter que Lesti, en réalité, les voit en secret chez lui pour l'enseigner la Kabbale. Où Lesti explique à des jeunes comment rentrer dans les rêves des gens, comment léviter dans les airs, ou ce genre de choses-là, quoi. C'est des trucs mais complètement barrés, quoi. Et il faut comprendre que Lesti était quelqu'un d'assez stable, sérieux et mesuré avant. C'est-à-dire que le fait qu'il se mette à enseigner ça, il y a un basculement complet. C'est-à-dire qu'au moment où on fait presque tomber Lesti, mais il y a un basculement, lui, de son côté, où il part carrément dans autre chose, quoi. Enfin, je sais pas, foutu pour foutu, quoi, où il se met à enseigner des absurdités mystiques, quoi. Je vais appeler Lesti un après-midi en lui expliquant que je veux porter plainte contre lui, même si, a priori, il a rien fait. Il me répond « Porte pas plainte, ça servira à rien parce que moi, je suis en train de lancer une enquête et une procédure judiciaire. Et justement, je voulais faire appel à toi en tant que témoin. » Je commence à avoir l'habitude, je dis « Ok, bah c'est une super idée, Lesti, t'as bien fait, je pense que c'est une bonne chose que tu fasses ça. »
Mais moi, j'ai discuté avec un avocat et on m'a vraiment conseillé de porter plainte jusqu'au bout avec toi et de pas me lancer dans d'autres choses parce qu'au moins je maîtrise le procès s'il s'agit de ma vie, tu comprends. Il y a un moment de silence et d'un coup, Leslie me lâche au téléphone. Bon, ok, je t'avoue, tout est faux. Ouais, une petite phrase qui vient de conclure des mois et des mois de discussion et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Tout est faux. Et je demande à Leslie, explique-toi. Et il me dit, écoute, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai tout inventé. Les associés n'existent pas, c'est moi qui suis derrière tous les mails, il n'y a pas de société, il n'y a rien. Je demande pardon, je sais que je t'ai fait du mal et j'en suis désolé. Donc je décide d'aller porter une main courante à la police en attendant. Je donne le nom et les prénoms de Leslie et le policier tape le nom sur l'écran. Je vois le policier regarder son écran, on voit qu'il y a un pavé, quoi. Et là, il me regarde et il dit, monsieur, je peux pas vous dire ce qu'il y a sur mon écran. Par contre, regardez-moi bien droit les yeux, fuyez. Je veux qu'il soit connu et reconnu physiquement par les prochaines victimes, parce qu'il y en aura d'autres. Il ne s'arrêtera pas, j'en suis persuadée. Et ensuite, côté justice, je veux qu'il soit reconnu coupable, parce que c'est pas anodin ce qu'il fait. C'est très grave. Il peut pas faire ça, il peut pas continuer de faire ça. Il a pu me considérer certainement comme sa victime à un moment donné. Et aujourd'hui, je le considère comme étant lui, ma victime, parce qu'il a perdu son boulot, il a dû déménager, il a été arrêté par la police. Enfin, il lui arrive tout un tas de trucs. Aujourd'hui, la victime, c'est plus moi, c'est lui. Vous venez d'écouter le 3e épisode de Lover-Voleur, une série de Lisiane Larbani, dans la suite de son enquête publiée dans Libération en décembre 2023. Dans le 4e et dernier épisode, Elsa contacte les autres victimes et organise la riposte. La réalisation et le mix sont de Clémence Relia. Louise Emerlet est à la production. À très vite.